Pourquoi es-tu ici? A demandé ma sœur à voix haute alors que j'entrais dans la cuisine. Tu n'as pas senti que ce n'était pas ton année? J'ai juste souri, je suis sorti sans dire un mot. 30 minutes plus tard, leur commande de course a été annulée. Netflix, disparu. Uber Eats, bloqué. Ma sœur a envoyé un message. Aucune des cartes ne fonctionne. J'ai souri. J'ai répondu. J'aurais dû le savoir au moment où je suis entré dans cette cuisine. Mélanie n'a même pas levé les yeux de son cappuccino hors de prix. Pourquoi es-tu ici? A-t-elle dit d'un ton neutre, puis plus fort, comme si elle jouait pour un public invisible. Tu n'as pas senti que ce n'était pas ton année? Maman arrive faiblement depuis le salon. Je suis resté là, tenant une tarte aux pacanes que j'avais faite moi-même. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri, je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée sans un mot de plus. Je n'ai pas claqué la porte pour faire de l'effet. Je l'ai juste laissé se fermer comme le font les choses qui ont été utilisées trop de fois. 30 minutes plus tard, les messages ont commencé. Jacques, la commande de course a été annulée. C'était de Mélanie. Elle agissait toujours comme si elle ne pouvait pas survivre sans lait d'avoine et snacks d'algues bio. Puis, papa, la connexion à Netflix ne marche pas, peux-tu vérifier? Mélanie à nouveau, Uber Eats ne passe pas. Ça continue de dire que la carte a été refusée. J'ai attendu qu'ils en envoient un de plus. La note vocale de maman, toute douce et perplexe, chérie, le compte Amazon dit que le paiement a échoué. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ta carte? J'ai répondu à Mélanie. Juste 2 mots, demande à papa. Silence pendant un moment. Puis elle a fait exploser la conversation de groupe familial. Attends, tu as tout annulé? Tu es sérieux? Puis, c'est tellement mesquin. Et finalement, c'est pour ça que les gens ne t'aiment pas, Jacques. C'était sa phrase préférée. Elle l'utilisait chaque fois que je disais non. Chaque fois que je rendais les choses compliquées. Voyez-vous, ce qu'il ne savait pas, ou ne se souciait pas de remarquer, c'est qu'il vivait à mes crochets depuis des années. Silencieusement, automatiquement. Hulu, Netflix, HBO, Uber, DoorDash, Prime, tous liés à mes cartes, mes mots de passe, mes comptes. Ils utilisaient même mon identifiant Apple pour louer des films. J'étais leur bienfaiteur silencieux. Et ils me traitaient comme un stagiaire du support technique qui ne savait pas quand partir. Il ne s'agissait pas d'abonnement. Il s'agissait de respect, ou de son absence. L'automne dernier, quand Mélanie m'a appelé en pleurant parce qu'elle avait perdu $3000 dans un projet de NFT douteux, j'ai remboursé sa facture de carte de crédit sans hésitation. L'ordinateur portable de papa est mort pendant la période des impôts, et je lui en ai envoyé un nouveau en livraison express. Le séjour shopping de maman à Miami? Oui, c'était avec mes points Southwest. Il me remerciait, bien sûr, mais c'était toujours temporaire, comme si on attendait de moi que je répare leurs erreurs sans poser de questions. Et à la seconde où j'ai arrêté, ils ont appelé ça de la trahison. Tu es dramatique. Tu essaies de nous punir. Tu as besoin d'une thérapie. Non, ce dont j'avais besoin, c'était d'une pause. Et ils me l'ont donné sans s'en rendre compte. Quand Mélanie a dit ce qu'elle a dit, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'audace dans sa voix, la façon dont elle m'a regardé de haut comme si j'étais un cousin éloigné qui s'incrustait pour les fêtes, tout est devenu soudainement clair. Alors j'ai coupé le cordon. Tous. Mot de passe changé, carte retirée, compte fermé, même le calendrier familial partagé a disparu. Papa m'a laissé un message vocal ce soir-là. Écoute, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu dois grandir. Tu te crois si important parce que tu gagnes un peu d'argent. Un peu d'argent. C'est ainsi qu'il appelait les 6 chiffres que j'avais gagnés en freelance ces 2 dernières années et qui avaient discrètement payé les factures médicales de maman et gardé le frigo plein chaque fois qu'ils oubliaient de faire les courses. Mais c'est là que les choses ont commencé à tourner. Parce que le lendemain, mon cousin Luc m'a envoyé un message. Mec, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Ta mère a dit à tante Sharon que tu vivais à leur crochet et que tu avais fait une scène. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement en colère. J'étais en train de devenir le méchant dans l'histoire qu'il réécrivait, et il n'allait pas s'arrêter. Mais moi non plus. Le mensonge s'est propagé plus vite que je ne l'avais prévu. Le lendemain à midi, je recevais des textos de cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Mec. Tout va bien avec tes parents?
J'ai entendu dire qu'il y avait eu une sorte d'incident. Apparemment, mes parents avaient dit à tout le monde que je m'étais présenté à la maison sans y être invité, que j'avais commencé à crier dans la cuisine et que j'étais parti en trombe quand ils m'avaient demandé d'être respectueux. Mélanie a ajouté que j'avais été instable dernièrement. Il a toujours eu un problème avec l'autorité, a-t-elle dit à notre oncle Doug pendant le brunch du lendemain. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si calculé. Je ne me suis pas défendu immédiatement. J'ai attendu. Les gens comme ma famille comptent là-dessus. Ils comptent sur le silence. Ils inventent une version en premier, et le temps que vous disiez la vérité, cela sonne comme une excuse. Mais je n'allais plus jouer en défense. Alors j'ai envoyé un unique texto à notre conversation de groupe familial élargie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai apporté une tarte faite maison, on s'est moqué de moi devant mes parents, et je suis parti sans un mot. Puis j'ai annulé tous les services que je payais en silence depuis 6 ans. Je vous laisse décider ce que cela dit de moi. En quelques minutes, Luc a appelé. Puis Sarah, ma cousine de Portland. Même oncle Mike m'a envoyé un texto, disant « C'est vraiment dégueulasse. Je ne savais pas que c'était toi qui payais pour tout ça. » La vérité voyage plus lentement, mais elle frappe plus fort. Ce soir-là, Mélanie a de nouveau appelé. J'ai décroché cette fois. Je voulais l'entendre. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit au but. C'était quoi ça, bordel? Tu étales nos drames familiaux devant tout le groupe élargi maintenant. Je lui ai demandé si quoi que ce soit de ce que j'avais dit était un mensonge. Elle a changé de sujet. Tu essaies de nous faire passer pour des méchants. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de mon aide pour ça. C'est là que le vrai venin est sorti. Elle a commencé à dénigrer tout ce que j'avais fait pour eux, comme si ça n'avait pas d'importance. A dit que je n'avais jamais donné avec le cœur. Que je voulais juste me sentir utile. Que j'aimais avoir du pouvoir sur eux. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru, car peut-être que je voulais être utile. Mais qui avait-il de mal à cela? Était-ce pire que d'être utilisé et jeté à la minute où l'on cesse de servir à quelque chose? Maman m'a envoyé un message plus tard dans la soirée. Elle a dit qu'elle n'appréciait pas que j'étale des affaires privées à la famille. Je lui ai demandé à quel point c'était privé alors que Mélanie en avait déjà raconté une version fabriquée à la moitié d'entre eux. Puis elle a envoyé une phrase qui a tout changé. C'est pour ça qu'on ne te laisse jamais gérer les choses. Tu ramènes toujours tout à toi. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Cette phrase ne sortait pas de nulle part. C'était quelque chose qu'elle croyait, peut-être qu'elle l'avait toujours cru. Alors, j'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque virement, chaque reçu d'abonnement, chaque débit bancaire avec leur nom dessus. Des années d'aide silencieuse. Je l'ai publié dans la conversation de groupe. Pas de légende, juste des faits. Ils n'ont pas répondu, mais Luc l'a fait. Frère, c'est irréel. Tu as fait tout ça pour eux. Puis Sarah, tu maintenais littéralement leur vie à flot. Et c'est là que le vent a commencé à tourner. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour voir que Mélanie avait quitté la conversation de groupe. Puis maman. Puis papa. Mais le mal était fait. Pas pour moi, cette fois. J'allais bien. Mais pour l'image qu'ils avaient passé des années à construire, où ils étaient les parents nobles et incompris, et où j'étais celui qui était difficile et ne pouvait pas être normal. Seulement maintenant, les gens posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Et je ne faisais que commencer. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se taisent. Pas vraiment. Le silence n'a jamais été leur arme. C'était leur salle d'attente, un espace pour se blottir, se regrouper, créer une nouvelle version de l'histoire avant de la déchaîner à nouveau. J'avais vu cette routine se dérouler des dizaines de fois en grandissant. Un voisin leur fait du tort. Un caissier leur manque de respect. Un cousin cesse de leur parler. À chaque fois, ils devenaient les martyrs de leur propre scénario réécrit. Ils étaient toujours les victimes. Seulement cette fois, le scénario ne fonctionnait pas. Trop de gens avaient vu les reçus. Trop de gens avaient commencé à faire le lien. Mais je savais que quelque chose se préparait. C'était toujours le cas. Et bien sûr, 4 jours plus tard, j'ai reçu un texto de tante Sharon. Ta mère raconte à tout le monde que tu es arrivé défoncé. Elle a dit que tu avais menacé Mélanie. J'ai juste fixé mon écran. C'était audacieux. Le mensonge, je veux dire.
Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la rapidité avec laquelle ils avaient escaladé jusqu'à la diffamation. Comme si rien de ce que j'avais fait pour eux n'existait plus. J'ai répondu à Sharon avec une seule phrase. Demande-lui pourquoi j'ai payé pour son toit l'année dernière. Ce fut le début de l'effondrement. Ce dimanche-là, ils ont eu leur déjeuner de famille élargi habituel. Pas chez nous, chez Tante Rhonda. La liste des invités était la même que toujours. Cousins, oncles, enfants jouant à chat dehors. Des tables pliantes bon marché garnies de plats que personne ne voulait vraiment. Je n'étais pas invité. Je ne l'avais pas été depuis des années, sauf s'ils avaient besoin de moi pour réparer leur Wi-Fi ou avancer l'argent pour le traiteur. Mais j'ai entendu ce qui s'est passé. Sarah a confronté Mélanie devant tout le monde. Tu nous as dit que Jacques t'avait menacé, a-t-elle dit. Mais il a envoyé des captures d'écran. Il paie pour tes affaires depuis des années. Pourquoi mentirais-tu? Mélanie n'a même pas sourcillé, apparemment. Elle a juste répliqué, parce qu'il est toxique. Vous pensez tous qu'il est si noble, mais il est juste manipulateur. Il fait ces choses pour pouvoir nous le reprocher ensuite. Puis elle a lâché la phrase qui a tout changé. Nous l'avons recueilli quand personne d'autre ne voulait de lui. Et cela a glacé toute la pièce. Voyez-vous, ce n'était pas seulement cruel. C'était révélateur parce que ce n'était pas vrai. Je suis leur fils biologique, leur premier-né. Je n'ai pas été adopté. Je n'étais pas un cousin d'un foyer brisé. J'étais à eux. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, quelque part dans leur esprit, j'avais été réécrit en ce fardeau qu'ils toléraient gracieusement. Sarah m'a dit plus tard qu'on aurait pu entendre une fourchette tomber après que Mélanie ait dit ça. Puis quelqu'un, peut-être Luc, a demandé, « Attends, qu'est-ce que ça veut dire ?»« C'est ton frère. » Mélanie a essayé d'en rire, a dit que c'était une façon de parler, mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. C'était la première chose honnête qu'elle avait dite depuis des années, car ils m'avaient toujours traité comme si je leur devais d'exister. Quand j'avais 14 ans, papa m'a dit que je devais être reconnaissant qu'il ne m'ait pas envoyé en pension. À 19 ans, après que j'ai déménagé, maman a pleuré et a dit que j'avais abandonné la famille. À 25 ans, quand j'ai eu un bon travail, ils m'ont demandé combien je gagnais avant de me demander si j'étais heureux. Je pensais que c'était normal. Je pensais que la culpabilité familiale faisait juste partie de la proximité. Mais ce n'était pas de la proximité. C'était du contrôle. Et maintenant, il le perdait. Après ce déjeuner, Luc m'a appelé. Il s'effondre, mec. Personne ne les croit plus. Mélanie avait l'air d'essayer de se sortir d'un trou avec une cuillère. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'en avais pas besoin. J'apprenais enfin le pouvoir de prendre du recul et de laisser la vérité parler d'elle-même. Puis la vague suivante a frappé. Maman m'a envoyé un courriel. Objet, tu as fait assez de dégâts. C'était long, décousu. Elle parlait de la santé de papa, de comment Mélanie était émotionnellement fragile, de comment j'avais embarrassé la famille, monté les gens contre eux, ruiné des relations. Puis, niché au milieu, une phrase qui en disait plus qu'elle ne le voulait probablement, c'est ce que nous récoltons pour t'avoir laissé te sentir important. C'était ça. C'était la phrase qui a déclenché le déclic en moi, parce que c'était de ça qu'il s'était toujours agi, le contrôle, me garder à ma place, me rappeler que je n'avais de valeur que si je restais silencieux, utile, en dessous d'eux. Je n'ai pas répondu. Ni à elle, ni à Mélanie, ni à papa, qui a recommencé à appeler, laissant des messages vocaux en faisant comme si de rien n'était. Au lieu de cela, j'ai mis à jour le dossier partagé, j'ai ajouté plus de fichiers, plus de reçus, plus d'années de silence et de sacrifices. Puis, j'ai donné l'accès à chaque membre de la famille. Qu'ils voient tout. Je pensais que c'était la fin. Je me suis dit qu'une fois les mensonges effondrés et la vérité répandue, ils se retireraient, panseraient leurs blessures, peut-être même se tairaient pour de bon. Mais ce n'était pas leur façon de fonctionner. Ma famille ne gérait pas les conséquences. Elle se regroupait et trouvait de nouvelles façons de cadrer le récit. Quelques jours après que j'ai donné à tout le monde l'accès au dossier partagé, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la voix de ma mère. Elle appelait d'un téléphone jetable. « Tu es allé trop loin », a-t-elle dit. « Nous coupons les ponts. Tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. » Et puis, comme pour vraiment enfoncer le clou, elle a ajouté « Ne reviens pas en rampant quand tout s'effondrera. » J'ai raccroché sans répondre. Ce soir-là,
Mélanie a publié sur Facebook. Elle n'utilisait jamais Facebook pour autre chose que pour se taguer dans des brunchs hors de prix. Mais cette publication était différente. C'était une photo d'elle avec maman et papa, avec la légende « Certaines personnes détruisent les familles pour se sentir puissantes. Pas nous. L'amour gagne toujours. » Je n'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. En moins d'une heure, Sarah a commenté « C'est avant ou après qu'il ait payé ton loyer 3 fois ?» Puis Luc a publié une capture d'écran du dossier partagé, une confirmation de paiement au propriétaire de Mélanie pour $2800. Ils ont supprimé la publication, mais pas avant qu'elle ne soit capturée. Pas avant que d'autres ne la voient. Pas avant qu'elle ne se retourne contre eux. C'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de l'ex-petit ami de Mélanie, Eric. Nous ne nous étions jamais beaucoup parlé. Il avait été là pendant quelques années. Un gars tranquille, un peu trop conciliant. Il m'a contacté avec un court message. J'ai vu les trucs que tu as postés. Je voulais juste dire que je te crois. J'ai vu comment ils sont. Je pensais que c'était moi. Nous avons échangé quelques messages. Puis il m'a envoyé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Des captures d'écran datant d'il y a des années. Des conversations avec Mélanie et ma mère. Des plans qu'elles avaient faits. Des plans pour convaincre d'autres membres de la famille que j'étais mentalement instable si jamais j'essayais de monter les gens contre elles. Je les ai lus 2 fois. Tout y était. Se moquant de mon anxiété, complotant sur la façon de me faire paraître déséquilibré, riant de la façon dont elle pourrait toujours tordre la situation si nécessaire. Il y avait même une phrase de maman, Jacques est le genre de personne qui s'autodétruirait juste pour attirer l'attention. S'il pète les plombs un jour, on dira aux gens qu'il fait une crise. J'ai transféré ça à Sarah et Luc. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Sarah m'a appelé immédiatement. Jacques, c'est sociopathique. Ce n'est pas un dysfonctionnement normal. C'est calculé. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient cruels. C'était qu'ils planifiaient la cruauté. Pourtant, rien ne me préparait à ce qui allait suivre. 2 nuits plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat. Il a dit qu'il représentait un petit cabinet en ville et voulait vérifier une adresse. Mon nom avait été listé comme contact pour une demande de prêt personnel que Mélanie avait déposée. J'ai dit que je n'avais rien co-signé. Il a fait une pause, a dit que mon nom et ma signature figuraient sur le formulaire. Elle avait falsifié mon nom. Elle avait imité ma signature. L'avocat a dit qu'il enverrait les documents pour vérification. Et il l'a fait. Et bien sûr, c'était là. Une copie parfaite de mon nom sur une ligne pointillée pour un prêt personnel de $10 000 datant de 6 mois. Je l'ai fixé pendant 10 minutes, non pas parce que j'étais surpris, mais parce que je comprenais enfin jusqu'où ils étaient prêts à aller. J'ai transmis les documents à mon avocat le lendemain matin. Puis j'ai appuyé sur le bouton que j'aurais dû presser il y a des années. Je les ai bloqués. Tous. Maman, papa, Mélanie. Chaque numéro, chaque compte, chaque courriel. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai transféré le dernier compte partagé restant sur une carte de crédit vierge et je l'ai fermé. La seule chose qui nous liait encore était le sang. Et cela n'a jamais beaucoup compté pour eux de toute façon. Je pensais qu'il y aurait du soulagement. Il y en a eu. Mais plus que ça, il y a eu le silence. Et cette fois, il était à moi. Le silence n'a pas duré. 3 jours ont passé. Pour la première fois depuis peut-être une décennie, je n'étais pas utilisé, manipulé, culpabilisé ou victime de gaslighting. Pas de texto, pas de messages vocaux, pas de demande Venmo soudaine étiquetée urgence qui s'avérait toujours être pour un dîner de sushi ou des coussins hors de prix. Je me suis permis de penser, juste un instant, qu'ils avaient peut-être accepté. Que c'était peut-être la fin. Puis est arrivé le message sur LinkedIn. C'était de Carla, une cousine éloignée du côté de mon père. Nous nous étions parlé une fois, peut-être 2. Elle m'a envoyé une capture d'écran avec une phrase qui disait « Je ne savais pas de quoi il s'agissait jusqu'à ce que je voie ton nom. Tu devrais peut-être voir ça. » C'était un groupe Facebook privé que Mélanie avait créé, La famille d'abord, guérir de l'abus narcissique. Toute une communauté centrée sur le fait qu'elle était la survivante de mon soi-disant comportement toxique.
Elle publiait de longs paragraphes mélodramatiques sur le fait d'avoir grandi dans l'ombre d'un frère contrôlant et colérique qui déformait la réalité et qui va couper les ponts avec nos parents pour les punir. Cela se lisait comme un mauvais article de blog de développement personnel enveloppé dans une posture de victime. Le clou du spectacle ? Ma mère avait commenté en dessous, « Nous avons toujours su que Jacques avait un problème. Nous avons essayé la thérapie. Nous avons essayé l'amour. Mais on ne peut pas réparer quelqu'un qui aime casser des choses. » Je n'étais pas choqué. Pas vraiment. J'étais juste fatigué. J'ai fait des captures d'écran de toute la conversation, je les ai envoyées à mon avocat, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que Mélanie avait franchi la ligne de la manipulation à la diffamation, et je n'allais pas la laisser traîner mon nom dans son feuilleton pour sauver son propre ego. Le lendemain, Sarah m'a appelé, furieuse. Elle envoie des messages directs aux gens maintenant, a-t-elle dit, leur disant que tu es dangereux, que tu as falsifié un prêt et fait en sorte que ça ait l'air d'être elle. Elle avait envoyé ça à plusieurs membres de la famille. L'une d'entre elles, notre cousine Jenna, a résisté, a demandé à Mélanie pourquoi mon nom et mon adresse étaient sur la demande, pourquoi les paiements du prêt allaient sur son compte. Mélanie a répondu, il a piraté mon courriel. C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne faisaient pas que se déchaîner, ils étaient en pleine spirale, et ils entraîneraient n'importe qui dans leur chute pour ne pas se noyer. Mais c'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Eric, l'ex de Mélanie, m'a de nouveau envoyé un message. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis qu'il m'avait envoyé ses captures d'écran de leurs anciens textos. Cette fois, il voulait qu'on se voie. Nous avons pris un café le lendemain. Il avait l'air différent au plus vieux, fatigué, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi depuis 2019. Mais ce qu'il m'a donné m'a retourné l'estomac. Une clé USB. J'aurais dû supprimer ça il y a des années, a-t-il dit, mais quelque chose me disait de ne pas le faire. Elle contenait des enregistrements audio de leur appartement quand ils étaient encore ensemble. Mélanie parlant à maman, riant de la facilité avec laquelle on pouvait faire payer des choses à Jacques tant qu'on lui lançait quelques compliments, plaisantant sur le fait que eux-mêmes sa culpabilité a une limite de crédit. Puis, une phrase de ma mère, s'il se retourne un jour contre nous, on l'enterre. On s'assure que personne ne croit un mot de ce qu'il dit. Je ne savais même pas quoi ressentir. De la colère, bien sûr, mais plus que ça, juste une confirmation profonde et douloureuse. Je n'avais pas imaginé ça. Je n'étais pas trop sensible. Elles avaient planifié ça, cultivé ça, joué des rôles dans leur tête pendant des années. J'ai envoyé quelques-uns des enregistrements à Luc et Sarah. Je n'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Ils ont tous les deux appelé dans l'heure. Jacques, a dit Sarah, elle n'allait jamais s'arrêter. Tu le comprends maintenant, n'est-ce pas? Oui, je le comprenais. J'ai déposé une plainte officielle par l'intermédiaire de mon avocat. Diffamation, fraude au prêt, et une ordonnance restrictive en cours. J'ai envoyé une mise en demeure officielle à la dernière adresse connue de Mélanie. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle était manuscrite de mon père. Pas d'adresse de retour, juste quelques pages froissées de la même écriture raide et colérique que j'avais appris à déchiffrer enfant. Il ne s'excusait pas. Il ne reconnaissait rien. Il a juste écrit, « Tu as humilié ta famille. Nous t'avons élevé, et c'est comme ça que tu nous remercies? Tu as fait ton choix. Tu ne fais plus partie de cette famille. Nous ne parlerons plus de toi. » Il y avait quelque chose de définitif là-dedans. Comme s'il pensait que c'était eux qui me coupaient les ponts. Comme s'il croyait encore avoir ce pouvoir. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Ce matin-là, j'ai transféré le reste de mes documents sauvegardés dans un coffre-fort et j'ai donné l'accès à mon avocat. J'ai changé mon numéro. J'ai changé mon courriel. J'ai effacé toute trace numérique de numéro bloqué, courriel, compte de réseaux sociaux, tout. Puis j'ai pris une décision que je n'avais pas prise auparavant. J'ai envoyé un message aux parents qui m'avaient soutenu. Juste quelques lignes. Je me retire de cette famille. Si jamais vous avez besoin de moi, je suis là. Mais j'en ai fini de prétendre que des gens comme ça ont un quelconque droit sur moi. Les réponses ont été calmes, respectueuses. Personne ne m'a blâmé parce qu'à ce stade, personne ne croyait plus leur version. Et pour une fois, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Tout s'est terminé par un message. Pas d'appel téléphonique, pas de confrontation, pas d'excuses. Juste une capture d'écran de Mélanie envoyée à mon nouveau numéro, qu'elle s'était clairement donné beaucoup de mal à obtenir.
L'image était une conversation de groupe entre elles, mes parents, et 3 de leurs amis de longue date qui hochaient la tête en signe d'accord chaque fois que ma mère se plaignait de combien Jacques a toujours été difficile. La légende disait « Nous ne sommes plus ta famille ». C'était tout. 5 mots, audacieux et définitifs, comme s'il coupait un membre malade, comme s'il me faisait une faveur. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute, puis une autre. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai attendu un sentiment qui n'est jamais venu. Pas de chagrin, pas de regret, pas d'envie de rappeler et de me battre pour quelque chose auquel je m'étais accroché pendant des années avec des mains ensanglantées. Je suis juste resté assis dans ma voiture garée devant un magasin UPS, tenant un café qui avait refroidi, et j'ai réalisé quelque chose de simple et de terrifiant. Ils n'ont jamais été ma famille. Pas dans le sens où ce mot devrait signifier quelque chose. Une famille ne tient pas un décompte de vos échecs tout en dépensant votre argent en silence. Une famille ne se moque pas de votre générosité en privé et ne vous accuse pas d'être ingrat en public. Une famille ne menace pas de vous enterrer à la minute où vous arrêtez de jouer le jeu. Je m'étais accroché à l'idée d'eux plus longtemps que je n'aurais dû, pensant que quelque part sous la manipulation et la culpabilité, il devait y avoir de l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Et j'étais enfin descendu de l'étagère. Le côté juridique s'est réglé plus vite que prévu. Mélanie ne voulait pas prendre le risque de faire face à des accusations de falsification. Mon avocat a négocié un règlement. L'argent a été remboursé discrètement, probablement par mes parents en coulisses. Aucune excuse n'est venue avec. Juste une note sèche de son avocat, ma cliente accepte les termes. Pas même mon nom. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais été une transaction pour eux. Un numéro de compte fiable, un contact d'urgence de secours, un nom qu'ils remplissaient quand ils avaient besoin que les choses paraissent stables. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur filet de sécurité, et j'avais coupé chaque fil. Ils ont essayé de limiter les dégâts, bien sûr. Même après que le groupe Facebook se soit effondré après que Sarah ait posté des notes vocales de Mélanie plaisantant sur le fait de traire la culpabilité de Jacques, ils ont maintenu la campagne de rumeurs en vie. Ils ont dit aux gens que j'étais mentalement instable, que j'étais contrôlé par des étrangers, que j'avais rejoint une sorte de culte anti-famille, que la thérapie m'avait empoisonné. Luc m'a envoyé des captures d'écran. Un de leurs vieux amis a commenté « N'est-ce pas lui qui t'a acheté cette voiture ?» sur un fil de discussion où Mélanie me dépeignait comme violent. Le silence qui a suivi en disait plus que toute défense que j'aurais pu offrir. Et pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. 2 semaines après le message « Nous ne sommes plus ta famille », papa a laissé un message vocal depuis un numéro bloqué. Quels que soient les mensonges que tu racontes, ça s'arrête maintenant. Nous avons été bons avec toi. Tu nous dois plus que ça. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé parce que je ne leur devais rien du tout. Ni les milliers de dollars que j'ai dépensés. Ni les années que j'ai perdues à essayer de gagner de l'affection. Ni les nuits où je suis resté éveillé à me demander pourquoi l'amour ressemblait à une performance. J'ai de nouveau changé de numéro. Cette fois, je ne l'ai envoyé à personne sauf à Sarah, Luc, et 3 amis qui avaient vu toute l'affaire se dérouler depuis le début. J'ai mis à jour mes mots de passe, mon adresse, mes contacts d'urgence. Je les ai effacés de tous les endroits auxquels ils avaient autrefois accès. Plus de liens, plus de leviers, plus de retours en arrière possible. Et c'était calme. Douloureusement, magnifiquement calme. Pour la première fois, j'ai passé mon anniversaire seul par choix. Pas de texto de façade, pas de messages vocaux passifs-agressifs, juste moi, une randonnée dans les bois, une pizza que j'aimais vraiment, un verre de vin, et le silence que j'avais gagné. Les gens me demandent maintenant si je le regrette. S'il y a une partie de moi qui veut arranger les choses. Et je leur dis ceci, on ne répare pas le poison. On ne récupère pas une épave calcinée pour essayer d'y vivre à nouveau. On s'en va. On construit quelque chose de nouveau. Et peut-être que c'est plus petit, peut-être que c'est plus solitaire au début, mais au moins, c'est à soi. Ils ont envoyé leur message. Alors, voici le mien. Je ne suis plus votre fils. Et c'est la première chose honnête que cette famille ait jamais dite.